Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième web conférence dédiée à la crise sanitaire du Covid en Pays Basque. Depuis la rédaction de Sud-Ouest à Bayonne, nous allons cette fois évoquer la coopération entre établissements de santé qui s'est mise en place dès le début de l'épidémie, il y a bientôt un an. Comment se sont-ils organisés dans l'urgence? Y arrivent-ils aujourd'hui? Comment prendre en charge les patients post-Covid et ceux qui souffrent d'autres pathologies? Pierre Sabatier, bonjour. Vous êtes le responsable Sud-Ouest Pays Basque et vous avez réuni pour cet échange à nouveau plusieurs professionnels de santé du territoire. Bonjour Laetitia et bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Laurence Ritz. Vous êtes chef de pôle médecine interne de l'hôpital de Bayonne. Nicolas Bobet, vous êtes directeur du pôle Aquitaine Ramsay Santé. Nicole Ituria, vous êtes directrice de la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz. Nous accueillons également le docteur Maëlys Apet. Bonjour, vous êtes médecin gériatre à la clinique Landouzy de Cambo. Et puis, nous sommes aussi avec Monsieur François Gouffran, directeur de la clinique de Lay. Et alors, en visio, nous sommes avec le docteur Frédéric Duval, qui est médecin coordinateur de santé-service, qui se trouve donc en visio avec Madame Patricia Libat, qui est infirmière en soins palliatifs. Bonjour à tous les deux. Et puis, en cours de discussion, nous accueillerons Thomas Grelty, qui est oncologue à l'hôpital de Bayonne. Merci. Et pour compléter les présentations, Jean Duverdier, notre dessinateur bien connu, accompagnera vos propos et racontera à sa manière la table ronde au gré des discussions de ces 30 minutes. Alors je vais commencer par vous, docteur Ritz, pour savoir comment, ça fait un an, Laetitia le disait, qu'on est avec le Covid. Comment vous le considérez encore aujourd'hui à l'hôpital de Bayonne? Est-ce que c'est toujours une maladie extraordinaire ou est-ce que ça rentre dans le rang comme une pathologie classique? Alors, bonjour à tout le monde. Le Covid, oui, c'est un peu une pathologie classique. Je ne connais pas de pathologie classique, mais c'est vrai que ça nous a obligés à revoir nos organisations. Alors, depuis le début, on a quand même maintenu à l'hôpital tout ce qui était les prises en charge urgences graves, les polytraumatisés, les urgences pédiatriques, la thrombectomie, tout ce qui est embolisation du postpartum, la cancéro lourde, ça on l'avait gardé. Par contre, c'est vrai qu'on s'est organisé avec les autres établissements pour que les urgences moins graves, on va dire, soient plutôt redirigées vers les établissements. Et on a collaboré, en fait, dès le début. On a affiné les choses au fil des mois et surtout avec la deuxième vague. Nous, à l'hôpital, quand même, après cette première vague, on a revu, on s'est organisé pour reprendre une activité qui n'était pas le Covid, tout en gardant notre établissement comme établissement de référence pour les formes sévères, les formes respiratoires. Ça nous a donc obligés effectivement à intégrer le Covid et la pathologie Covid dans nos organisations avec deux flux. Donc aux urgences, on a deux flux distincts. Nos lits de réanimation ont été augmentés et sont toujours donc on est passé de 15 lits à 20 lits de réanimation pour nous permettre en fait de prendre en charge des pathologies graves qui ne sont pas de Covid, mais également les pathologies Covid. On a des lits un peu ciblés sur la dialyse, la maternité. On a une unité dédiée au Covid sur le pôle de médecine interne. On a des lits fléchés en pneumologie. Donc, en fait, bien sûr qu'on a intégré ces flux. Et ça, on l'a fait sur l'hôpital de Bayonne et également sur Saint-Palais. Dans le groupement hospitalier territoire, on a pu... en dialyse, oui, je l'ai dit aussi, on a pu faire ça. On s'est articulé avec la gériatrie également pour que les prises en charge en court séjour gériatrique, voilà, on a travaillé beaucoup avec les gériatres sur les courts séjours et les SSR. Alors, vous entendre, ça paraît simple, là, toute cette organisation, j'imagine que ça n'a pas été. C'est pas simple, en fait. C'est pas simple c'est pas simple parce que l'activité chirurgicale aujourd'hui n'est pas à 100% de son activité. On est à 80%, on a diminué même jusqu'à 40% de l'activité. Par contre, il y a des pathologies comme les pathologies chroniques qui ont été, que ça a été évoqué lors de la première table ronde. On a pu maintenir un lien avec les patients ayant des pathologies chroniques grâce à la téléconsultation, grâce à des ateliers virtuels. Mais ça ne fait pas le lien humain. Donc c'est vrai qu'on est content d'avoir pu reprendre ce suivi pour ces patients-là.
Merci Nicolas Bobet, vous êtes à la tête de deux grandes cliniques au Pays Basque, Bellara et Aguilera à Biarritz. Vous aussi, j'imagine, depuis le mois de février-mars, il a fallu vous adapter en permanence et être en lien avec l'hôpital notamment pour organiser toute la prise en charge des différentes maladies. Je crois que c'est effectivement le mot, s'adapter en permanence, depuis le début, avec l'ensemble des acteurs. Évidemment, le centre hospitalier en première intention, Madame Ritz l'a dit, qui reste le pôle de référence, le centre de référence pour la prise en charge des patients Covid sévères. Mais ça a été une coordination permanente, des échanges en permanent. Aujourd'hui, on est au moins une fois par semaine, mais au niveau des directions, les médecins se parlent tous les jours, parce que c'est obligatoire, c'est indispensable de prendre en charge les patients qui le nécessitent. Et dans la mesure où on a une activité Covid qu'on n'avait pas l'année dernière, forcément, il a fallu se réorganiser pour prendre en charge les patients non Covid et Covid le mieux possible, avec le moins de pertes de chance possible pour les patients. Donc effectivement, les établissements Bellara et Aguilera ont joué leur part, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus simple ou plus compliqué qu'au printemps, maintenant qu'on a un certain recul sur la manière d'organiser la prise en charge? Quand on met le rétroviseur, ça paraît un peu plus simple, parce qu'on a peut-être pris un peu plus d'automatisme d'échange. On a une organisation qui est écrite aujourd'hui, une gradation qui existe. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement plus simple. On a vraiment appris en marchant au printemps. Après, voilà, ça reste, on s'adapte tous les jours. Donc aujourd'hui, ça paraît plus simple, mais peut-être que demain, on sera encore obligé de se réadapter. Et voilà. Vous avez des lits réservés aux patients Covid ou de près, de loin liés au virus? Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, en cette fin de mois de janvier, non. Pour autant, on prend des patients Covid s'ils arrivent à la clinique, évidemment. Mais on n'a pas d'unité en tant que telle. On l'a eu il y a quelques semaines encore, à Aguilera, en particulier en gériatrie, et puis à Bellara aussi, on avait fait un secteur. Dans la gradation, on a quand même on s'est plutôt organisé avec le centre hospitalier pour que les patients vraiment sévères Covid soient pris en charge sur le centre hospitalier et que nos établissements prennent en charge, déchargent en fait l'hôpital d'un certain nombre de pathologies. Donc on est plutôt sur cette organisation-là aujourd'hui, mais encore une fois, on est en capacité très rapidement, en moins de 2 jours, en fait moins de 48 heures, de remettre en place des unités Covid s'il le faut, évidemment. Alors nous étions à Bayonne, à Biarritz, on va aller un peu plus vers le sud, à Saint-Jean-de-Luz, avec Nicole Ituria, la directrice de la polyclinique. Vous aussi, j'imagine, il a fallu s'adapter depuis un an perpétuellement avec les différents malades, patients que vous accueillez. Et comment vous avez intégré le Covid au milieu de tout ça? Oui, dans la première vague, au mois de mars, on a dû arrêter toutes nos activités programmées. Ça a été vraiment très difficile, mais les médecins ont tout de suite joué le jeu. C'est vrai qu'on a eu un accompagnement remarquable avec l'hôpital et avec l'Agence régionale de santé de Pau. Et avec ces réunions, notamment actuellement hebdomadaires, qui nous aident beaucoup. Et actuellement, nous avons repris, bien entendu, tout ce qui était programmé. Nos urgences reçoivent beaucoup moins de patients. Par contre, on a des protocoles qui sont très lourds, qui sont assumés par le personnel, que je remercie aujourd'hui parce qu'ils doivent faire cela en plus de leur métier habituel et c'est très contraignant pour eux. Et surtout qu'on est dans une période où quand même il y a un manque de personnel. C'est très difficile de recruter en ce qui concerne Saint-Jean-de-Luz. Et c'est joli, hein. Comment? Pourtant, c'est joli. Oui, mais c'est comme ça. Et dans tous les cas, c'est actuellement, on fait face, on adapte toutes nos procédures, les médecins jouent le jeu, mais on a un petit ralentissement de nos activités, du fait on ne peut pas faire justement, comme si le Covid n'avait n'avait jamais... osent encore venir en se disant « Oh là là, il va peut-être y avoir du Covid partout, j'y vais pas ». Et est-ce qu'ils viennent dans votre établissement
comme ils auraient dû être pour être Je ne soignés pense de pas. leur- Je de leur pense qu'il y a traitement. quand même une crainte à venir dans un établissement, quel qu'il soit, et c'est assez compréhensible. Après, nous, ce que nous craignons, ce qu'on avait vu après la première vague, c'est des patients qui ont des pathologies avec des gravités qui sont plus avancées qu'habituellement. Et ça, c'est regrettable. Il faut faire très attention. Les interventions, pour nous, ensuite, ont été plus lourdes à assumer pour ces patients-là. D'accord. Voilà. Monsieur Gouffran, du côté de Bayonne, on revient à Bayonne, à la clinique de lait. Vous faites notamment des traitements de dialyse qui donc nécessitent de ne pas être interrompus. Comment ça s'est passé depuis le mois de mars chez vous? Aussi des craintes comme vous avez ressenti, comme vos collègues ont pu le ressentir, ou au contraire il y a eu un assez bon suivi du traitement des soins? Oui, alors évidemment, on a eu des craintes parce que pour la partie maladie rénale, c'est une population plutôt à risque par rapport à d'autres personnes. Donc au mois de mars, nous, on a déprogrammé, 100% déprogrammé, sauf certaines urgences, tout ce qui était chirurgical. Et bien évidemment, on a continué les traitements de la dialyse en renforçant les protocoles et en se préparant un peu au pire. Bon, première vague, il n'y en a pas vraiment eu, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça nous a permis de nous entraîner. Ça nous a permis aussi d'installer une coopération entre les différents établissements. Alors, cette coopération, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, elle s'est mise en place très facilement puisqu'elle existait déjà. On a l'habitude, je parle sur des établissements MCO, SSR, et les psys également, on les voit régulièrement. On se voit tous régulièrement, donc ça, c'était relativement facilitant. Ensuite, c'est la deuxième vague que ça a vraiment changé, puisque là, on a eu quand même des patients insuffisants rénaux atteints du Covid, et qu'on a gardé, donc évidemment qu'on a traité chez nous, qu'on a isolé, donc avec des zones dédiées et des circuits dédiés, un petit peu comme tous les autres établissements qui recevaient des patients infectés Covid. Bon, ça s'est bien passé, puisqu'on était un peu comme tout le monde, un petit peu entraînés, et bien sûr en coopération étroite avec les autres établissements, les médecins entre eux qui s'appellent très facilement, heureusement depuis longtemps, et un pilotage avec l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui ne se passait pas, où on allait. Et on retrouve cette même coopération qui est en place aujourd'hui sur le sujet de la vaccination, sur lequel on risque d'échanger un peu. C'est possible, c'est possible. Alors, nous allons retrouver en visio, vous êtes à distance, docteur Frédéric Duval. Vous êtes, je le rappelle, médecin coordinateur de santé service, et vous êtes donc accompagné près de vous de Patricia Libat, qui est infirmière en soins palliatifs. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué justement une crainte, une défiance vis-à-vis de l'hôpital, des patients? Alors en fait, oui, ça fait partie des sujets qu'on voulait aborder. Nous, concernant la santé-service, nous avons, pendant la période de pandémie, nous avons conservé toutes nos activités d'hospitalisation à domicile de façon classique. On voulait mettre juste un peu le zoom sur deux activités pendant cette période. C'était d'une part l'activité de chimiothérapie à domicile, et d'autre part et surtout vous faire part de notre activité en soins palliatifs à domicile qui s'est effectivement modifiée pour différentes raisons durant cette période. Alors, on parlera, si vous voulez bien, de cette partie de l'innovation de chimiothérapie un petit peu plus tard dans cette conférence. Donc, on va aborder tout de suite le deuxième aspect dont vous voulez parler. Voilà. Concernant notre activité en soins palliatifs, on avait déjà observé au printemps, et ça s'est confirmé ensuite sur toute l'année, une augmentation significative du nombre de prises en charge en soins palliatifs à domicile. À la fois en nombre mais aussi en complexité. On a maintenant le recul sur l'année. On peut vous donner quelques chiffres rapidement. Là, l'activité en soins palliatifs habituellement correspond à environ un tiers de notre activité, c'est-à-dire en 2016-2017 c'était 36%, en 2018-2019 38%, et en 2020 c'était 46%. Ce qui correspond en termes de nombre de patients. On a en moyenne 125 patients par jour en hospitalisation à domicile. Ça correspond à 58 patients par jour en soins palliatifs, donc ce qui est énorme pour nous. Donc effectivement, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre auprès des patients et des familles, c'était une certaine appréhension à fréquenter les établissements de santé et à être hospitalisés, et en particulier pour les phases palliatives avancées et donc les fins de vie, une crainte d'être hospitalisé et d'un décès à l'hôpital sans avoir possibilité d'avoir de visite par ces familles.
n'y a pas d'évolution là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup entendu parler à l'issue du premier confinement, du fait qu'il fallait continuer son traitement, à suivre ses consultations, etc. Alors, concernant les traitements spécifiques, je pense que le docteur Greletti va pouvoir en parler mieux que nous. Nous, ce dont on a été les témoins, c'est vraiment des phases terminales de maladie et des fins de vie, avec une hantise des patients et des familles de se retrouver hospitalisés. Et du coup, des situations, mais ça je vais laisser la parole à ma collègue, des situations habituellement qu'on a de manière très rare ou très ponctuelle au domicile parce qu'elles sont très complexes à gérer et qu'on a dû gérer au domicile. Voilà, donc des patients, des complexités, des situations complexes effectivement liées à des patients très symptomatiques notamment au niveau douleur, avec simplement le nombre de pompes à morphine qu'on a dû mettre en place pendant ces 3 derniers mois a complètement explosé et est un bon témoin aussi de cette symptomatologie. Des situations complexes aussi de par l'âge des patients, beaucoup de patients jeunes avec des enfants à domicile et des familles des situations qui ont évolué aussi très rapidement avec des patients qui ont été diagnostiqués en fait au printemps et qui se retrouvaient donc à domicile en fin de vie sur ce dernier trimestre de 2020. Et dernière chose aussi, comme vient de le dire le docteur Duval, des familles qui n'avaient pas forcément envisagé une fin de vie à domicile, c'est-à-dire rester à domicile le plus longtemps possible, mais pas forcément un décès à domicile, et qui ont revu leur point de vue du fait de la limitation des visites, que ce soit à l'hôpital ou dans n'importe quel établissement. Très bien, merci. Mais justement, merci beaucoup. On me parlait des soins dans les différents établissements. Du côté de Cambo, docteur Maëlys Apet, vous avez continué d'accueillir les personnes qui étaient en difficulté pour les soins de suite et de réadaptation. Et vous avez aussi pu intégrer des personnes qui avaient le Covid. Comment ça s'est passé? Comment vous avez organisé tout ça? Tout en continuant notre activité, on a organisé une aile de l'établissement où on a pu, qu'on a dédié à l'activité Covid. On a reçu jusqu'à 10 patients en même temps Covid qui nécessitaient des mesures d'isolement. Et donc pour cela, on a dédié toute une équipe de kinés, d'aides-soignantes, d'infirmières pour répondre au mieux à leur prise en charge. Et on a essayé aussi de lutter par l'isolement consécutif de cette maladie, en entretenant les relations entre les patients et leurs familles. On a reçu à plusieurs reprises des patients qui avaient été intubés, ventilés à Nancy, qui étaient passés à l'hôpital de Bayonne et qui arrivaient après en rééducation chez nous. Donc on essayait de maintenir par des moyens numériques type WhatsApp, avec la mise à disposition de tablettes, les liens avec les patients et leurs familles. C'est pareil, il faut rapidement agir. Par exemple, mise à disposition de tablettes, on n'a pas forcément, une tablette. On s'est donné les moyens et notre direction nous a donné les moyens aussi parce que vous êtes senti soutenu. On a été parfaitement soutenu par notre direction. Le poste infirmier a été doublé à la deuxième vague, à la phase aiguë, je dirais, de la deuxième vague. Le poste soignant infirmier a été doublé. Ça, c'est une grande chance que nous avons eue, pour pouvoir répondre aux inquiétudes aussi téléphoniques des familles. Vous avez des lieux aussi où vous pouviez créer ces En fait, rencontres. le service dédié à l'activité Covid se situe en rez-de-chaussée avec un accès spécifique. Et donc, les familles pouvaient rendre visite sous certaines conditions aux patients. Voilà, donc c'est vrai que c'est une chance qu'on n'a pas forcément dans les hôpitaux et tout, sans avoir à se promener, à déambuler dans tout l'établissement. Il y avait un accès extérieur direct. Et ce, dès le tout début de... Oui, dès tous les débuts. D'accord. Dès le début. Avant de parler de manière plus spécifique du traitement du cancer, je voulais voir avec vous sur un petit tour de table rapide sur la vaccination. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous serez un établissement qui sera aussi apte à vacciner? François Gouffran à la clinique de Lay? Oui, on a commencé à vacciner. Alors, on n'a pas vacciné le grand public. On a vacciné les quinquas plus soignants depuis le 8 janvier pour la première injection. Et surtout, et c'est un peu l'urgence aujourd'hui, on vaccine les patients dialysés, que ce soit en centre ou dans les antennes d'autodialyse, puisqu'ils sont vraiment à risque.
Et ensuite, nous, on n'a pas vocation d'être vaccinodrome, mais on peut déjà protéger les soignants et les patients fragiles. À Saint-Jean-de-Luz, comment ça se passe? On a fait la vaccination effectivement des gens de plus de 50 ans, nos salariés et les personnels libéraux. Et on a vacciné 80 personnes. Doit avoir le rappel d'ici 1 ou 2 semaines. Et ensuite, à Saint-Jean-de-Luz, il y a un centre de vaccination qui a ouvert. On est là pour éventuellement porter, disons, être là en appui logistique s'il y avait besoin. Voilà, pour l'instant, c'est largement suffisant. À l'hôpital, on se doute que c'est déjà bien parti. Voilà, oui, je pense c'est que très bien parti. C'est bien parti, oui. Du côté d'Aguilera et de Bellara, on a vacciné, on est en train de vacciner nos professionnels. Et à cette heure, on a vacciné 215 professionnels, plus de 50 ans et ou à risque. Très bien. Et à Cambo, vous allez on aussi a vacciné être... le personnel qui pouvait être vacciné. Et on a commencé à vacciner une dizaine de patients. Mais on se heurte pour l'instant aux limites du rappel, donc on avance prudemment. Docteur Ritz, vous avez mis en place, on l'entend dans ces tables rondes, qu'il y a à un moment donné, dans l'urgence, on imagine plein de solutions et des innovations. Vous n'avez pas manqué d'innover. Vous avez mis en place la téléconsultation, par exemple. Alors expliquez-nous comment ça s'est mis en place et est-ce que ça marche? Oui, alors ça s'est mis en place durant la première vague, un petit peu dans l'urgence avec... notre plateforme à nous, je ne sais pas si on peut dire Doctolib, qui a été très réactif et qui nous a permis en fait de pouvoir mettre en place ces téléconsultations. Donc ça a fonctionné vite et bien et ça nous a permis, alors moi dans ma spécialité de pathologie chronique, diabétique, etc., d'avoir un contact. On a senti que les patients qui étaient à domicile sans lien, je parle de la première vague, mais ça a été impressionnant, ont été assez contents de nous retrouver par ce biais-là. Et beaucoup de praticiens ont joué le jeu de cette téléconsultation. Quand on les a revus, là, sur l'automne, comme je disais, on s'est vraiment organisé pour que les patients reviennent sur les lieux de consultation, que ce soit nous à l'hôpital, pour le coup, on a quand même une offre de soins très large, donc on a récupéré pas mal de nos patients. Et quand ils nous ont revus en présentiel, on a senti que ce contact humain était quand même... voilà. Je pense que la téléconsultation, ça peut être intéressant. Ça l'a montré pendant cette crise, peut-être sur des problématiques aiguës, mais sur de la pathologie chronique, voilà, la présence est primordiale. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça s'est mis en place comme ça et ça continue. On garde le lien. Nous, sur des jeunes patients qui sont étudiants ailleurs, on a gardé ce mode de travail. Donc c'est un mode de travail qui va rester, mais qui ne fera pas tout. Il ne faut pas croire que ça remplacera la présence des médecins, patients. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, vous allez malheureusement devoir laisser la place à un de vos confrères. Je veux rajouter quelque chose. Comme le thème, c'était quand même l'an 2 du Covid. Le message fort quand même sur l'année à venir, c'est que le Covid est toujours là. Ça a été dit, mais je voudrais vraiment insister. Pour nous, le Covid fait partie maintenant de nos prises en charge. La vaccination, ça va faire partie de cette année 2021. Mais les mesures barrières renforcées, on entend, on est avec l'ombre ou le spectre des variants qui arrivent. Donc, pour moi, l'année 2021 va rester aussi l'année des mesures barrières à garder et de façon drastique. Voilà, je voudrais vraiment donner ce message en tant que médecin. C'est la vaccination, mais les mesures barrières doivent être respectées et encore, je pense, sur de longs mois. Voilà. Et c'est bien, d'ailleurs, nous montrons tous l'exemple en étant masqués à cette table ronde. Merci à tout le monde. Beaucoup. Merci pour ce rappel, docteur. Alors, vous allez donc, je le disais, laisser la place à un confrère, le docteur Thomas Grelty, oncologue. Vous exercez donc également à l'hôpital de Bayonne. Docteur, on l'a entendu, il n'est pas toujours facile de donner la place aux autres patients dans un hôpital qui, à un moment donné, est dépassé par la déferlante Covid. Quel est votre constat, à vous, sur la prise en charge des malades du cancer ? Bonjour à tous. D'abord, dire que ça a déjà été dit, mais on a eu quand même cette chance en Pays Basque de ne pas être dépassé par la vague quand même. Donc il faut rester juste raisonnable sur ce terme-là et dire que du coup ça nous a permis de nous enrichir finalement de l'expérience d'autres régions qui avaient moins de chance que nous, le Grand Est et la région parisienne. Ils nous ont très rapidement et en avance, parce qu'il y a eu des régions évidemment qui ont été touchées avant la nôtre, on a pu échanger très vite avec nos confrères déjà oncologues
radiothérapeutes, dans d'autres centres, d'autres régions, sur qu'est-ce qu'il fallait mettre en place très rapidement et surtout les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Et ça, c'est très important, parce que je vous rappelle que nos patients sont pour la plupart des patients âgés. Le cancer est d'abord une maladie de la personne âgée, même si pas que, évidemment. Et donc ces patients très âgés, très vite aussi paniqués, facilement paniqués par cette crise qui est arrivée il y a 1 an, il a fallu les rassurer et il a fallu qu'on se positionne très rapidement à l'aide de recommandations dans lesquelles on a été associé, écrire au niveau national un guide de prise en charge. Et surtout, ce qui est sorti très rapidement, c'est ne pas décaler les traitements. Pourquoi ? Parce que dans nos pathologies, les patients qui sont en cours de traitement souvent ont besoin de ce traitement-là. Un décalage d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut être excessivement délétère. On en a fait nous-mêmes l'expérience, malheureusement. Et donc on s'est très vite finalement adapté, alors sans se jeter de fleurs, mais c'est vrai qu'on a appris assez vite et on a eu un retour d'expérience national, également international, qui nous a permis de continuer à adapter nos activités, alors en espaçant certains traitements, en changeant certaines modalités de traitement, en passant à des traitements oraux plutôt qu'intraveineux pour éviter des venues hospitalières ou dans les établissements de soins. Et puis ça a été un grand travail de fond et de confiance avec nos patients et nos patientes, en leur disant, voilà, on est capable de vous accueillir dans des règles sanitaires tout à fait strictes, de vous faire vos soins intraveineux, même si ce sont des soins lourds, de vous prendre en hospitalisation. Alors évidemment, on a eu ce gros problème de retard au diagnostic pour des patients qui ne sont pas venus. Donc des patients qui ne sont pas encore des patients d'ailleurs, des hommes et des femmes qui ne sont pas allés au dépistage par exemple, qui n'ont pas consulté devant des symptômes et qu'on a vu arriver des fois un peu trop tard par rapport à ce qu'on avait plutôt l'habitude de voir courant de l'été. Et là c'est en train de se calmer ce phénomène, je pense. Donc ça a été quelque chose évidemment de négatif. Mais on voit qu'on a pu réussir à traiter nos patients en temps et en heure, je dirais sans perte de chance. Cette adaptation assez rapide nous a permis de ne pas perdre de chance. Les consignes également des autorités de santé de conserver, et à juste titre, le minimum de chirurgie, notamment pour les chirurgies cancérologiques, a été quelque chose d'essentiel parce que vous ne pouvez pas différer de plus de quelques semaines des chirurgies pour cancer. À part certaines indications, on peut mettre des traitements médicaux d'attente, certaines formes de cancer du sein notamment, mais on ne peut pas décaler indéfiniment, donc il est primordial de garder ça. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est primordial de faire passer le message qu'il faut être dans une logique de soins normale. Le cancer doit être traité de manière normale. Que l'on passe aussi du côté de Bellara, où vous avez aussi beaucoup de soins en cancérologie. C'est ce retard au premier rendez-vous, on va dire, vous l'avez constaté aussi ? C'est sûr que le printemps, avec un arrêt complet de l'activité, a été plus compliqué parce que même si on a continué à prendre en charge les urgences, les patients de chirurgie cancéreuse, on a essayé de limiter au maximum ces retards de traitement, mais ça a été très compliqué. Et on peut la deuxième vague, on a appris quand même de la première dans la deuxième, et on n'a jamais arrêté justement ces activités qui ne permettent pas de retard. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même dire que globalement sur notre territoire, les patients qui doivent être pris en charge sont pris en charge. Donc c'est vraiment un message aussi positif que moi je tiens à porter, c'est que effectivement on va vivre avec malheureusement ce Covid, et il faut prendre en charge, il faut qu'on continue à faire des actes de prévention et à prendre en charge les patients qui évidemment ne peuvent pas attendre en fait. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver rapidement Frédéric Duval à Santé Service, qui est normalement toujours présent en visio. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parliez d'innovation également en la matière de cancer. Vous avez lancé il y a 1 an, avant même que le Covid arrive, un dispositif qui s'appelle Chimiodome. Expliquez-nous. Avec l'hôpital. Avec Oui, en fait, c'est un travail de longue haleine qui a nécessité un peu plus d'1 an et demi de mise en place avec l'hôpital de Bayonne, avec les hématologues et bien sûr la pharmacie qui prépare les chimiothérapies. Et le hasard des calendriers a fait qu'on a démarré ça il y a juste 1 an, fin janvier, avec le premier patient qui a pu avoir une chimiothérapie injectable à domicile dans le cadre de ce dispositif, le 30 janvier. Et là-dessus, la crise sanitaire est arrivée, mais nous avons pu quand même continuer à pratiquer cette activité et surtout à la développer, puisque sur l'année 2020, c'est 220 administrations de chimiothérapie injectable qui ont été faites à domicile dans ce dispositif-là. Donc autant d'aller et venir à l'hôpital qui ont été évitées, ce qui est dans ce contexte-là, effectivement, un service rendu aux patients qui est tout à fait appréciable.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cet important échange autour du Covid. Alors, je vous invite, vous, à nous retrouver très bientôt pour la 3e webconférence spéciale Covid qui, cette fois, sera dédiée aux effets sur notre psychisme, un autre effet du Covid. On se retrouve très vite sur sudouest.fr. Merci.